Bien, bonjour les premières. On se retrouve pour la suite de notre cours qui s'intitule Grand 3 des territoires en profonde mutation, hein. Dans le Grand 2, nous venions de terminer la partie sur le développement de la classe ouvrière. Et donc, dans ce grand 3, nous allons voir comment, au cours de la période que nous étudions, les territoires français, hein, que ce soit les territoires des campagnes et des villes, vont être en profonde mutation. Donc, pour rappel, on avait vu deux tableaux précédemment dans le cours, hein. Ce tableau de la gare Saint-Lazare de Claude Monet, qui vous montre justement la mutation d'un territoire urbain, avec la construction de gares modernes, et à l'arrière-plan, la présence d'immeubles haussmanniens, tous ces éléments sur ce tableau témoignent des transformations que connaissent les villes pendant la révolution industrielle. Et dans un deuxième temps, nous avions vu également ce tableau représentant les huilières et les carrières d'argile de Montchanin et qui présentait la transformation, là par contre, d'un paysage agricole qui était transformé par l'industrialisation et notamment l'exploitation de la houille. Les campagnes comme les villes vont connaître de profondes transformations, hein. L'époque que nous étudions va être également marquée par de profondes mutations dans la répartition de la population, que l'on peut voir notamment avec le document 4, page 115 de votre manuel, qui représente les urbains et les ruraux sur le Second Empire. On voit l'évolution par exemple du taux d'urbanisation entre 1851 et 1872, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui vivent en ville par rapport au total de la population en France. Mais on voit qu'en 1851, à peu près un quart de la population française vivait en ville, c'est-à-dire 25,5%, alors qu'en 1872, soit 21 ans plus tard, on était arrivé à 31%, c'est-à-dire près d'un tiers de la population. Donc la population est petit à petit en train de s'urbaniser, mais bon, elle reste très majoritairement rurale. Euh, on voit également l'évolution, là par contre, en population relative du nombre de personnes qui sont des ruraux, donc qui vivent à la campagne. En 1851, on avait 26,65 millions de personnes qui vivaient en ville et 9,4 qui vivaient à la campagne, pardon, et 9,14 millions qui vivaient en ville, pour un total donc d'environ 35 millions d'habitants, alors qu'en 1872, toujours pour un total d'environ 35 millions d'habitants, donc une population relativement stable, eh bien on avait 24 millions de ruraux et 11,23 millions d'urbains, donc il y a eu un transfert d'environ 2 millions de personnes qui ont quitté les campagnes pour aller s'installer en ville. Donc 2 millions de personnes sur 20 ans, vous faites le calcul, 2 millions divisé par 20, ça fait environ 100 000 personnes tous les ans qui quittent définitivement les campagnes pour aller s'installer en ville. Donc, on peut dire qu'il y a eu une forte poussée urbaine, même si, il faut faire très attention, hein, la population rurale reste encore très majoritairement présente en France, hein. Il y a d'ailleurs un pic historique en 1850, hein, et deux tiers environ de la population, voire les trois quarts habitaient à la campagne, contrairement à l'Angleterre ou l'Allemagne où la population était déjà à cette époque beaucoup plus urbaine. Donc, pour rentrer proprement dit dans ce grand 3, on va commencer par le grand A qui s'intitule L'âge d'or du monde rural. Donc on peut parler d'âge d'or, hein, dans les années 1850 dans le monde rural parce que c'est le moment où euh, il va y avoir vraiment une révolution dans les campagnes avec les débuts de l'industrialisation et les campagnes restent alors encore très largement peuplées et très largement majoritaires dans le poids démographique du pays. Cependant, ce monde rural, il est encore marqué par de très nombreux traits d'archaïsme, c'est-à-dire un attachement à des traditions qui existaient parfois depuis les débuts du Moyen Âge.
Et pour illustrer ces traits d'archaïsme qui marquaient nos campagnes, qui étaient en train de se moderniser, mais qui restaient encore, comme je vous le dis, très attachés à des traditions, eh bien, on va étudier ce tableau qui représente la bénédiction des blés en Artois, un tableau qui a été peint par Jules Breton et que l'on va étudier à travers le site, vous savez qu'on a déjà étudié, qui s'intitule L'histoire par l'image. Donc ce tableau est un très bon exemple des cérémonies spectaculaires qui impliquaient dans les campagnes à la fois le peuple et le clergé. Donc qu'est-ce qui met en scène ce tableau? Donc vous voyez, hein, il met en scène des clercs. Donc des clercs, ce sont des hommes d'église hein, que vous pouvez voir ici. On les reconnaît par exemple à leur tenue, mais aussi à leur tonsure. Donc on a des clercs. On a aussi des jeunes laïcs, c'est-à-dire des jeunes chrétiens, des personnes qui ne font pas partie de l'Église, de l'institution de l'Église, qui parcourent les champs sous les yeux des villageois, ici au premier plan, qui sont agenouillés en signe donc de soumission envers la religion chrétienne. Ici, vous avez ce qu'on appelle les premières communiantes. Donc, ce sont des jeunes filles qui viennent de faire leur communion. Donc, c'est un sacrement dans la religion chrétienne. Donc, les premières communiantes qui portent ce qu'on appelle une aube blanche, vont précéder donc ici les membres du clergé. Donc, ici, vous avez les premières communiantes qui supportent une statue probablement du Christ ou de la Vierge qui devancent les membres du clergé qui sont en train de réciter des prières. On voit très bien qu'ils tiennent à leurs mains des livres et qui sont suivis ensuite par les élus municipaux, puis les gens du peuple. Donc les membres du clergé, on les reconnaît également à leur tenue noire. Donc on peut dire que la pompe, c'est-à-dire euh, la, l'éclat en quelque sorte de la procession, hein, ce qu'on appelle une procession, c'est un défilé religieux, hein, donc l'éclat de la procession est manifeste, hein, on le voit hein, à travers ce tableau. Hein, les gens sont, on dirait aujourd'hui, sur leur 31, ont leur tenue du dimanche, hein, ils sont bien habillés. On distingue, donc, comme je vous disais, les effigies soit d'un saint, soit de la Vierge, soit de Jésus, qui sont portés par des gens de la procession. On reconnaît également ici, par exemple, c'est un cierge. Hein. Ici également, on voit des cierges. On peut avoir la présence ici d'un ostensoir. Les ostensoirs, ce sont des objets que l'on promène lors des ostensions. Lors des défilés, lors des processions religieuses en l'honneur des saints. On reconnaît également un dé rouge, hein, un dé c'est ceci, hein, qui est là pour protéger justement les ostensoirs. Et donc l'objectif en quelque sorte de cette procession, c'est de bénir les futures récoltes. Euh, on a toute une perspective latérale du tableau hein, dans la largeur qui permet à l'artiste breton de souligner justement la longueur de cette procession. Hein. On n'en voit pas la fin sur la droite et le début se perd à l'infini sur la gauche. Donc ça montre en quelque sorte que cette procession est extrêmement longue et parcourt le champ en présence donc des paysans, des villageois qui s'agenouillent en signe de respect, de soumission. Et donc cette procession qui sillonne cette riche plaine agricole en Artois, c'est-à-dire dans le nord de la France, cette plaine céréalière, hein, on voit ce sont des céréales, donc on doit être l'été, hein, puisqu'elles sont prêtes à être moissonnées. Eh bien cette riche procession est là pour en quelque sorte bénir les récoltes, les futures récoltes et faire en sorte donc que les paysans puissent obtenir les meilleures récoltes possibles. Donc on voit bien qu'au XIXe siècle, il y a encore un fort attachement des populations aux pratiques de ce qu'on appelle le catholicisme populaire, donc le catholicisme qui est rendu par le peuple, et que ce catholicisme s'efforce de répondre aux soucis quotidiens des paysans. Euh, Comme le dirait Yves-Marie Hilaire dans la vie religieuse des populations du diocèse d'Arras, le clergé
est proche de l'âme paysanne et fait une large part dans ses prières à cette quête de la fertilité qui hante l'esprit des hommes de la terre. Donc le clergé, il est là pour répondre aussi aux angoisses des paysans qui ont peur bien, que les conditions climatiques ne soient pas favorables aux récoltes, qu'il y ait trop de sécheresse ou trop de pluie ou pas assez. Et donc cette procession religieuse est là pour garantir le fait d'avoir de bonnes récoltes. Donc c'est très proche de la superstition, hein. Ce sont des croyances proches de la superstition. On invoque Dieu, les saints, la Vierge, Jésus pour garantir de bonnes récoltes. Alors, autre tableau qui nous donne un autre point de vue des campagnes à cette époque, ce tableau très célèbre de Jean-François Millet qui s'appelle Les Glaneuses. Alors, les glaneuses, ce sont des femmes qui incarnent le prolétariat rural. Donc, le prolétariat, ce sont les paysannes les plus pauvres, hein, comme le prolétariat ouvrier, ce sont les ouvriers les plus pauvres. Donc, ces femmes incarnent le prolétariat rural, celles qu'on appelle les glaneuses. Et la glanée, c'est l'autorisation de passer rapidement, avant le coucher du soleil, dans les champs qui viennent d'être moissonnés, pour ramasser un à un les épis qui auraient été négligés, qui auraient été oubliés. Donc ça, c'est une tradition très ancienne, hein, qui date des débuts du Moyen Âge et qui était pratiquée dans les campagnes par les paysans les plus pauvres qui allaient ici glaner dans un champ qui ne leur appartient pas, mais c'était une tradition, c'était autorisé. Donc on voit ici trois femmes au premier plan qui ont le dos cassé, hein, elles ont le dos presque parallèle au sol, le regard qui est rivé vers le sol, hein, donc tourné vers le sol. Donc c'est un travail qui évidemment est manuel, comme on peut le voir, elles ramassent à la main, donc vous pouvez imaginer que c'est pénible, avec trois phases d'un mouvement qui est très répétitif et éreintant, qu'impose le glanage, qui est vraiment une besogne très âpre, hein. C'est d'abord se baisser, puis ramasser, puis se relever, et on recommence se baisser, ramasser, se relever. Au loin, vous voyez un personnage à cheval, isolé, hein, sur la droite, qui doit être le régisseur, c'est-à-dire un agent qui est là pour faire régner en quelque sorte l'ordre sur les propriétés du riche propriétaire qui doit avoir ses terres et pour veiller à la bonne marche des récoltes, car ici on voit que les récoltes ont eu lieu, hein, les champs ont été moissonnés et les récoltes sont en train d'être chargées sur des chars de transport qui sont tirés par des bœufs ou des chevaux, je ne devine pas bien. Ici, on voit donc les blés qui ont été moissonnés, qui ont été mis dans des tas et qui s'apprêtent à être ramassés. Donc les femmes ici par l'artiste Millet sont traitées un peu comme des emblèmes du monde rural et pas dans un but de misérabilisme, hein. Ils ne cherchent pas à apitoyer le spectateur, mais plutôt à symboliser ce monde rural à travers les glaneuses. Alors les campagnes, elles sont donc marquées par de nombreux traits d'archaïsme, hein, comme on peut le voir, à travers les processions religieuses, et la présence de superstitions, mais aussi la présence de traditions comme le glanage, avec ce tableau de Jean-François Millet. Mais c'est une période également qui est marquée par la modernisation des campagnes, hein. Il y a une forte croissance de l'élevage, donc le nombre de têtes de bétail s'accroît. Il y a la multiplication des outils en métal pour couper, avec les progrès de la métallurgie, le développement de la métallurgie, des outils pour travailler la terre. Dans certaines régions, on va même commencer à mécaniser avec les premiers tracteurs à vapeur, notamment dans les régions d'agriculture intensive dans le nord de la France, comme par exemple l'Artois, mais aussi dans le bassin parisien autour de Paris. Ces campagnes sont marquées par une large adhésion de ce monde rural au régime de Napoléon III, hein, car les campagnes voient une progression du revenu agricole, donc les paysans gagnent davantage leur vie qu'avant, donc c'est plutôt quelque chose qu'ils voient comme positif, et donc ça rejaillit sur la popularité du régime, notamment à cause de la hausse des prix agricoles, et les paysans dans les campagnes sont aussi rassurés par la stabilité du régime politique qui a mis fin aux révolutions, hein, qui avaient lieu en 1789, 1830, 1848. Et chaque fois qu'il y avait des révolutions, il y avait une instabilité des prix qui pouvait rejaillir sur les campagnes. Et ces campagnes également connaissent des mutations, puisque on l'a vu, hein, c'est le début de l'exode rural. Près de 2 millions d'ouvriers, de paysans vont quitter les campagnes, notamment les ouvriers agricoles les plus pauvres, qui vont les quitter
grâce à, et c'est ce qu'on va voir par la suite dans le 1 grand B, de nouveaux réseaux de transport et de communication.